Eh bien, c'est reparti pour les prises de parole ici sur la scène Agora. Il est 14 h. Nous avons rendez-vous très prochainement. Je vais vous expliquer. Mais avant cela, beaucoup de personnes nous demandent comment ça va se passer pour toutes ces conférences, toutes ces prises de parole qui se font ici ou bien dans l'espace conférence dédié. C'est très simple. À la fin de cette semaine, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des vidéos enregistrées et celles aussi de demain qui seront enregistrées sur la chaîne YouTube Giuseppia. Donc, la fin de semaine, histoire de remettre tout ça bien en ordre, vous allez avoir à disposition l'ensemble, l'intégralité des contenus visuels. L'eau est un élément incontournable dans le domaine des industries, en particulier dans l'agroalimentaire. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne propose une présentation riche en détails concernant la réforme de redevance, l'accompagnement des entreprises en faveur de la protection de l'eau au milieu naturel, la conquête de la sobriété dans les usages. Comment économiser l'eau grâce aux innovations? Quel impact économique pour les entreprises? Je vous propose donc de démarrer cette présentation tout d'abord avec un film que nous allons diffuser, suivi de la prise de parole de Valérie Morard, qui est directeur général adjoint de l'Agence de l'eau. On consomme beaucoup d'eau comme tous les industriels de l'agroalimentaire. On ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper. Si on n'a pas d'eau, on arrête l'usine. On fait attention à ce qu'on rejette. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. Agroalimentaire, mécanique, nucléaire, de la source de la Loire à l'océan, la diversité des entreprises, leurs disparités géographiques sont très marquées. TPE et PME familiales, industrie, elles ont tout de même deux points communs. L'eau, au cœur des process, et les rejets en milieu naturel de plus en plus réglementés. Alors, face au dérèglement climatique, les experts de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sont plus que jamais engagés pour les accompagner. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. On doit être irréprochable si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. C'est entre 900 et 1200 mètres cubes d'eau qui sont utilisés dans le process chaque jour. Forcément chargés de métaux, d'huile de coupe. C'est absolument impensable de rejeter cet eau de process dans la nature. Il est nécessaire de diminuer la consommation d'eau compte tenu de la rareté de la ressource, mais aussi par rapport à l'acceptabilité du milieu naturel. On est en zone de répartition des eaux. On a un déficit d'eau potable par rapport à l'ensemble des besoins depuis près de 15 ans. Ces derniers étés, on a été impacté par des arrêtés préfectoraux de restriction de consommation. L'industriel doit réfléchir autrement, penser autrement, regarder comment on peut économiser l'eau. Quand on a compris ce qu'est l'environnement, soit on le prend comme une contrainte, ou soit on le prend comme un levier d'amélioration. L'Agence de l'eau, elle a un double objectif, réduire la pollution, qui va se retrouver dans le milieu, c'est essentiel, c'est la reconquête de la qualité de l'eau. Et puis une sobriété plus forte, parce que l'année 2022 nous a montré qu'avec le changement climatique, les années à venir allaient être de plus en plus difficiles. Et donc il faut économiser l'eau, et la sobriété, c'est le mot phare aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'eau. Alors ici, c'est une véritable installation innovante. On va récupérer les effluents industriels qui viennent de l'usine et on va récupérer de l'eau filtrée de haute qualité pour le lavage, on espère, 60 à 70% d'économie d'eau. L'Agence de l'eau nous a soutenus dès le début dans la démarche. Un accompagnement pour le conseil, les études, les démarches réglementaires, les possibilités financières. Cet accompagnement financier, il a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire vraiment les choses dans les règles de l'art. L'Agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. Alors
Alors ici, on se trouve dans la station de recyclage des eaux. Grâce à cet équipement, nous allons supprimer notre prélèvement au milieu naturel, 80 000 m3 par an. Montant total de projet 4 millions d'euros, sur lequel l'agence a apporté 35% de financement. L'accompagnement de l'agence, à la fois sur la stratégie, sur la finance, a permis de déclencher et d'anticiper des travaux. On a gagné du temps. Ce bassin il a été construit pour récupérer les eaux pluviales chargées avec les poussières de la cour, des toitures. Elles sont renvoyées dans notre étang et repompées pour être réutilisées en eau de refroidissement sur nos équipements. Être subventionné à hauteur de 30% pour un chantier et de 50% pour une étude, c'est drôlement facilitateur. On peut retrouver au sein de cette entreprise les différents niveaux où l'agence de l'eau peut accompagner des industriels. Aussi bien la réduction des pollutions émises par l'industriel que les économies d'eau, la restauration de la continuité écologique. Le problème auquel était confronté l'industriel était majeur, il fallait trouver une solution rapide. Donc en l'espace de 3-4 mois, nous avons effectivement fait le diagnostic, ce qui a permis de suivre les conclusions et d'arriver à la solution. L'application de l'agence de l'eau a rendu les choses plus faciles avec un discours très intéressant parce que très simple, très ouvert, concret, proactif. La mise en œuvre du brunissage a permis à Obut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques. Aujourd'hui, on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant. Donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe, ce qui est très très intéressant. En 2015, on consommait 13 litres d'eau pour faire 1 kg de produit fini. À la fin de la mise en place de tous les différents chantiers, on est à 10 litres pour produire 1 kg de produit fini. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une succession de projets, pas forcément des projets de grande ampleur, mais vraiment une politique régulière d'économie d'eau qui a porté ses fruits. Garder nos contraintes environnementales et même s'améliorer si on peut le faire, tout en gardant ces perspectives de production, c'est vraiment un très très gros enjeu et un très très gros challenge. On est vraiment là, présent pour les accompagner, mettre en œuvre les plans d'action pour atteindre les objectifs de réduction de consommation que l'on se fixe tous. Le point fort de l'agence, c'est cette proximité qui permet d'être à l'écoute, d'être réactif et d'intervenir rapidement et tout au long d'un projet. On a un interlocuteur qui est un technicien passionné de son sujet. On peut échanger, réfléchir, construire et ça permet d'avancer. La plateforme qui permet de déposer les pièces administratives est quelque chose d'assez intuitif, plutôt aisé à mettre en place. Sans l'accompagnement de l'agence de l'eau, le projet aurait vraiment été différent. Je peux vraiment qualifier l'opération de succès aujourd'hui. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles. On est au croisement finalement de ces deux chemins. On le voit, l'eau est de plus en plus une denrée rare, commune à tout le monde, donc on doit tous prendre soin de notre environnement au sens large. J'invite les entreprises à se tourner vers les délégations territoriales de l'agence. Elles y trouveront des interlocuteurs compétents, expérimentés, qui sauront les conseiller. Premier intervenant. Non, attends. C'est bon. Merci. Sur le menton. Merci. Bonjour à tous, Valérie Morard, je suis directeur général adjoint de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous avez vu un panorama de différentes initiatives, projets qui ont pu être soutenus dans les années précédentes. Et ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est de vous présenter ce qui vous attend, ce qui nous attend pour les 6 années à venir, puisque nous travaillons sur des cycles de 6 ans dans nos programmes d'intervention et on y reviendra cet après-midi. Alors 2025, c'est une année riche d'actualités pour l'agence de l'eau et ses partenaires. Et je vais y revenir, mais peut-être aussi l'occasion de mentionner que 2025, c'est aussi l'année d'un anniversaire. Nous avons 60 ans cette année, l'agence de l'eau. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que l'agence de l'eau, ça n'est pas simplement un établissement public externe au bassin, c'est bien l'émanation de ce que sont les préoccupations de l'eau au niveau du bassin Loire-Bretagne. Alors effectivement, la Bretagne peut se sentir un peu excentrée de cet axe ligérien, mais la gestion de l'eau, plus que jamais, on l'a vu en 2022-2023, elle nécessite des prises de décision et des concertations collectives.
La gestion de l'eau, ça n'est pas l'affaire d'un établissement public externe aux préoccupations des territoires, c'est bien l'émanation de ce qu'auront décidé différents acteurs, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, l'État, les collectivités. Et l'ensemble de ces acteurs forment le comité de bassin au sein duquel sont représentées les industries agroalimentaires. Vous avez, pour ceux qui le savent, des représentants très actifs, qui ont été très actifs par rapport aux décisions de planification, qui gouvernent la gestion de l'eau à l'échelle du bassin, mais aussi les choix qui ont été faits en matière de redevance et en matière d'intervention. Donc il m'apparaissait quand même tout à fait important de rappeler ce contexte qui est celui de la loi sur l'eau de 64, qui fait que nous ne gérons pas l'eau comme un bien tout à fait anodin, c'est un bien commun qui est géré à l'échelle des territoires et par les acteurs du territoire selon des principes que nous appelons avec fierté la démocratie de l'eau. Donc je crois qu'il nous appartient de continuer à faire vivre ce principe avec un établissement public que je représente aujourd'hui, l'Agence de l'eau. Alors 2 volets cet après-midi et un premier volet qui va être celui des redevances, puisque l'argent qui sert à financer les projets, il ne vient pas de dotation de l'État, c'est le bassin, les acteurs qui décident du volume des recettes qui va être nécessaire pour répondre à des besoins. Alors il est clair que les besoins sont énormes et ce n'est pas simplement les financements de l'Agence de l'eau qui vont permettre de financer l'ensemble de la politique de l'eau. Un chiffre, le Cercle français de l'eau a chiffré l'an dernier le financement actuel de la politique de l'eau lorsqu'on additionne les dépenses des entreprises, les dépenses des collectivités, les financements de l'Agence de l'eau, etc., des agences de l'eau, on arrive à 23 milliards d'euros. 23 milliards d'euros. Et le financement des agences de l'eau dans ces 23 milliards d'euros, c'est 10%. Donc les agences de l'eau ne vont pas faire tout elles seules. Elles ont ce rôle de levier. Et vous avez pu voir quelques projets emblématiques sur lesquels nous souhaitons insister. Lorsqu'on va mettre en place un projet dans une entreprise, sur un site, nous souhaitons qu'elle multiplie, qu'elle duplique cette expérience sur d'autres sites. On ne sera peut-être pas amené à l'accompagner sur l'ensemble de ses investissements, mais lorsqu'elle aura vu les bénéfices qu'elle peut retirer d'un investissement, et on verra comment on peut le faire, eh bien, effectivement, on peut l'accompagner. Et puis, pour financer ces investissements, il faut que l'ensemble des acteurs puissent contribuer. Et la contribution à la politique de l'eau en matière de financement, c'est la fiscalité, ce sont les redevances. La majorité des redevances sur le bassin sont payées par les acteurs domestiques, ce sont les collectivités, c'est vous, moi, via notre facture d'eau qui finançons directement cette politique de l'eau. À l'échelle du bassin, à peu près 75% du financement de l'eau vient de la facture des contribuables domestiques et puis 25% vient des acteurs économiques. Voilà situer un petit peu ces enjeux. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment nous allons essayer d'accompagner ces promesses du plan eau il y a 2 ans face à une crise climatique qui s'amplifie. Comment on peut essayer d'accompagner des mesures d'économie, comment on peut essayer d'accompagner des mesures de protection de certains milieux. Eh bien, il faut effectivement des financements complémentaires et la réforme des redevances, le vote des redevances avec des taux accrus participe à cet effort en faveur de territoires plus résilients. Et puis le deuxième effort dans lequel nous sommes engagés avec les acteurs économiques, c'est développer des techniques économes, faire qu'on soit plus sobre, plus résilient, et puis sans oublier le volet pollution, parce que je crois qu'effectivement, on a eu cet accent porté en 2022-2023 sur ce risque de manque d'eau, mais on voit que bien évidemment, lorsqu'on manque d'eau, particulièrement dans les rivières bretonnes, on voit qu'on peut être amené à être confronté à des problèmes de rejet, de concentration de pollution. Donc l'actualité sur les pollutions, elle reste bien évidemment
tout à fait pertinente et elle est au cœur de ce programme d'intervention qu'on va vous exposer. Alors, 2 volets. Ce qu'on vous propose, c'est une intervention un peu explicative. On espère qu'on ne sera pas trop didactique et trop scolaire. L'objectif, c'est aussi de vous faire réagir. Et donc, après chaque séquence qui vous donne un petit peu les clés de compréhension, 1, des redevances, 2, de nos interventions, des aides, on vous propose d'avoir quelques questions. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à mes collègues. Alors, juste avant cela, monsieur, si vous voulez bien. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été vraiment jusqu'au bout de votre prise de parole sur scène. Maintenant, monsieur, je vous laisse appeler votre collègue intervenant pour venir faire sa conférence. Merci de votre patience. Merci. Alors, pour moi, ça ne m'a pas beaucoup gêné. Je n'avais pas de diapo à vous présenter. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais donc, pour cette séquence, vous expliquant le contexte 2025 de ces nouveautés concernant les redevances qui vont toucher les industriels et en particulier l'agroalimentaire. J'accueille Daniel Morabito, accompagné d'Aurélie Sotis. Voilà. Merci. Et puis, on reste bien évidemment à votre écoute pour les questions ensuite. Merci beaucoup, Valérie Morard. Je vais continuer la présentation sur des redevances. Alors, peut-être pour vous, c'est la première fois, mais pour moi, ça va faire presque 1 an que je communique là-dessus. Il y a 1 an, par exemple, au CFIA, j'ai commencé ma première présentation de ce projet, enfin de cette réforme dans le monde industriel. Certains avaient déjà un peu tilté les problèmes. Et depuis septembre, un plan de communication a été lancé au niveau des agences, notamment sur la réforme des industriels, la réforme qui impacte ces industriels, notamment sur la consommation d'eau. Et nous avons eu un nombre incalculable de présentations, notamment cette semaine. J'en ai eu déjà 2 interventions et ça n'arrête pas. Donc, je voulais vous rappeler que cette réforme... De rien. Cette réforme a été mise en place, est en place à partir du 1er janvier 2025. Donc, cela va se voir notamment au travers de vos factures d'eau. C'est une année 2025 assez particulière que va vous présenter ma collègue Aurélie. Où vous allez avoir quelque chose qui va se chevaucher entre 2 autres réformes, l'ancienne et la nouvelle. Et je vais passer la parole tout de suite à Aurélie parce que le temps est compté et je ne voudrais pas qu'on dépasse. Et j'attendrai naturellement vos questions. Merci. Vas-y, Aurélie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Aurélie Sotis, donc inspectrice de redevances à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je remercie évidemment Daniel Morabito et Valérie Morard pour ces éléments d'introduction qui ont bien rappelé en fait la nécessité d'avoir les recettes de l'Agence de l'eau afin de pouvoir agir vraiment. Ces redevances ont un aspect incitatif qui sont renforcés par cette réforme que je vais vous présenter aujourd'hui qui est applicable à partir du 1er janvier 2025. Donc en ce qui concerne le déroulement de cette présentation, je vais vous faire une présentation déjà dans un premier temps en fait des aspects généraux de la réforme. Ensuite, je vais passer sur le mode un peu plus détaillé de calcul des redevances. Je vous montrerai les impacts concrets de cette réforme sur vos déclarations et vos factures d'eau. Et je vous rappellerai bien sûr quels sont vos moyens pour obtenir des informations détaillées en plus, en complément de cette présentation. Donc, excusez-moi, il y a un petit souci quand même.
Donc pour les aspects généraux de cette réforme, la réforme des redevances est issue d'une concertation de plus de 3 ans, donc une concertation quand même assez longue des différentes parties prenantes. Donc les différents acteurs en fait qui travaillent dans la gestion de l'eau en France, collectivités, élus, acteurs économiques bien sûr, ont participé aux réflexions qui ont permis d'élaborer cette réforme. Donc, nous pouvons citer par exemple l'association, la FENARIV, pour les acteurs économiques à titre d'exemple. Donc, toute cette réflexion était guidée par de grands objectifs. On pourrait en citer énormément, mais je vais citer 4 principaux objectifs qui étaient donc les suivants. Donner un signal prix plus marqué sur les prélèvements et la performance des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Donc on souhaitait redonner en fait sa part sur l'aspect en fait quantitatif par rapport au qualitatif. Deuxième objectif, renforcer les principes pollueurs-payeurs et préleveurs-payeurs, qui sont quand même les principes fondateurs des agences de l'eau. Troisième objectif, rééquilibrer les contributions entre les industriels et les domestiques. Et enfin, financer, bien sûr, les mesures du plan eau qui permettent d'accompagner plus vite et plus fort les acteurs économiques. Donc la réforme des redevances s'est traduite par la loi de finances pour 2024 qui, par son article 101, vient modifier le Code de l'environnement. Ensuite, bien évidemment, 7 décrets d'application sont parus dans l'année 2024 afin de détailler les modalités. Ça marche plus. Ça marche plus. Donc, la réforme s'applique sur tout le territoire national. Ce sont les mêmes règles pour toute la France. Toutefois, les agences de l'eau étant gérées par grands bassins hydrographiques, la réforme est déclinée au niveau de chacun des bassins, bien évidemment. Donc, les tarifs pour le bassin Loire-Bretagne ont été votés le 15 octobre 2024 dernier pour le 12e programme, donc pour la période, pour rappel, de 2025 à 2030. Donc, cette diapo, en fait, pour comparer l'ancien dispositif et le nouveau dispositif, donc globalement, on voit que certaines redevances sont totalement supprimées, d'autres sont conservées et modifiées, et d'autres sont totalement conservées telles quelles. Ce sont les dernières redevances que l'on voit en grisé, par exemple la redevance pollution diffuse, est conservée telle quelle. Les principales mesures qui impactent les industriels sont la suppression en fait des redevances pollution et modernisation des réseaux de collecte domestiques et la suppression de la redevance modernisation des réseaux de collecte industriels. Deuxième grande mesure, modification de la redevance pollution non domestique et modification de la redevance prélèvement. Je le détaillerai ensuite. Et enfin, troisième grand changement, la création de 3 redevances, la redevance consommation, la redevance performance des réseaux d'eau potable et la redevance performance des systèmes d'assainissement. Donc, afin de savoir si votre entreprise est soumise à une redevance, on peut raisonner par type d'alimentation et par type de rejet. Donc, si vous prélevez de l'eau directement dans le milieu naturel, vous êtes concerné par la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Si vous consommez de l'eau sur le réseau public d'eau potable, vous êtes concerné par les redevances prélèvement sur la ressource en eau, mais cette fois-ci avec un tarif alimentation en eau potable, par la redevance sur la consommation et par la redevance pour performance des réseaux d'eau potable. Si on passe au niveau des rejets,
Si vous rejetez vos effluents dans le milieu naturel, vous êtes concerné par la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Et si vous rejetez vos effluents au réseau d'assainissement collectif, vous êtes concerné dorénavant par la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, je vous propose déjà, en premier, de voir les redevances qui sont donc conservées, mais modifiées sous certains aspects. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, qui est une redevance qui taxe toujours le fait de prélever de l'eau sur le milieu naturel, au-delà de 7000 m3, est calculée de la façon suivante. On multiplie le volume prélevé par le taux. La première modification sur cette redevance concerne les taux. En effet, dorénavant, donc, les taux sont encadrés. Il y a un minimum et un maximum. Pour faire simple, ils sont encadrés à partir d'un tarif plancher jusqu'à un tarif plafond. Les tarifs plafonds étaient déjà existants, mais ils ont été augmentés. Et du fait de l'introduction de ces tarifs planchers, attention, il y a évidemment des augmentations. Donc, si on compare 2025 à 2024, qui était un taux de l'ancien programme, nous avons une augmentation de 21% sur le tarif autre usage économique. Seconde modification, cette modification concerne les majorations. Afin de fiabiliser en fait la mesure des volumes prélevés, l'agence de l'eau aura la possibilité en fait d'appliquer 3 types de majoration. Une majoration de 60% s'il n'y a pas de compteur, une majoration de 40% s'il n'y a pas une maintenance correcte des compteurs, c'est-à-dire si la maintenance du compteur n'est pas réalisée au bout de 9 ans pour la remise à neuf d'un compteur, ou que le compteur n'a pas été diagnostiqué tous les 7 ans dans le cas d'un diagnostic. Et enfin, dernière majoration, une majoration de 20% en cas de défaut de suivi, c'est-à-dire s'il n'y a pas de relevé réalisé conformément, mensuellement, et bien répertorié. Donc, pour cette redevance, afin de diminuer son montant, vous devez mettre en œuvre, bien évidemment, des actions d'économie d'eau et de réduction de vos prélèvements, par exemple en modifiant vos protocoles de nettoyage, en réduisant les fuites sur les réseaux ou encore en recyclant les eaux usées. Mais ça, mes collègues des aides vont vous le détailler. Donc, en ce qui concerne la redevance pour pollution industrielle, qui est une redevance qui est calculée et émise directement par l'agence, celle-ci taxe toujours le fait de rejeter de la pollution directement dans le milieu. Et son principe de calcul est le suivant. On va sommer en fait les flux annuels rejetés directement au milieu, que l'on va multiplier par un taux par élément polluant. La première modification sur cette redevance concerne les industriels soumis à cette redevance. En effet, à partir d'aujourd'hui, les industriels qui sont soumis à cette redevance sont les industriels qui rejettent directement au milieu naturel, donc qui sont non raccordés au réseau d'assainissement. Deuxième modification, c'est la fin du basculement en fait vers la redevance pollution domestique, puisque auparavant, si une entreprise n'était pas redevable de cette redevance pollution industrielle, il était redevable de la redevance pollution domestique via sa facture d'eau. Aujourd'hui, du fait que la redevance pollution domestique est supprimée, en fait, il n'y a plus de basculement. L'entreprise ne paiera pas de redevance pollution, tout simplement. Dernière modification, celle-ci concerne les industriels qui sont au suivi régulier des rejets. Donc, pour rappel, en fait, le suivi régulier des rejets est un mode de calcul de la redevance qui permet de calculer la redevance directement à partir des résultats analytiques obtenus en sortie d'établissement. Pour que la redevance soit calculée sous ce dispositif, on demande un agrément préalable auprès de l'agence, un suivi analytique prédéfini dans cet agrément et en fait une validation
au moins une fois tous les 2 ans du dispositif par un organisme extérieur. Donc ça, c'était un petit rappel sur le SRR. Donc la réforme, comment impacte-t-elle ce SRR ? En fait, comme les industriels totalement raccordés ne sont plus soumis à cette redevance pollution industrielle, en fait, le SRR s'achève tout simplement, il est caduc. Attention, point de vigilance. Bien évidemment, les industriels raccordés, donc, dont le SRR s'achève, doivent quand même continuer à répondre aux obligations réglementaires. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même respecter les conditions de leur arrêté préfectoral et de leur convention collective. Pour les sites dont le SRR est obligatoire, donc pour certains sites industriels, en fait, le mode de calcul SRR est obligatoire au-dessus d'un certain niveau de pollution. Jusqu'ici, avant la réforme, nous n'avons pas vraiment de moyens incitatifs pour les forcer à passer au SRR. À partir du 1er janvier, depuis le 1er janvier, nous pouvons appliquer une majoration de 40% si le site n'est pas passé au SRR. Afin de diminuer cette redevance pollution domestique, donc on peut comprendre facilement que l'entreprise doit mettre en œuvre des actions de réduction de pollution, à la source ou par traitement. Donc ça, ce sont des éléments que mes collègues des aides vont détailler ensuite. Donc je vais passer dorénavant aux nouvelles redevances. Donc je vais commencer par la redevance consommation, qui est certainement la redevance qui impacte le plus les industriels. Tu peux changer s'il te plaît. Donc la redevance sur la consommation d'eau potable, qui est une redevance qui est facturée par les fournisseurs d'eau, puisque ce sont eux les redevables, taxe le fait d'utiliser de l'eau potable par adduction sur le réseau, celle-ci n'étant en conséquence plus potable après usage. L'ensemble des abonnés au réseau public d'eau potable, sans distinction d'usage, donc aussi bien les domestiques que les industriels, sont soumis à cette redevance et à un taux unique. La méthode de calcul est la suivante. On va multiplier en fait le volume d'eau potable facturé par le tarif. Attention, ce qui impacte fortement les industriels, c'est que cette redevance, à la différence de la redevance pollution domestique, n'a pas de plafonnement. Tout mètre cube d'eau est soumis à cette redevance. Donc plus de plafond à 6000 mètres cubes. De plus, tous les volumes facturés à partir du 1er janvier 2025 sont soumis à cette redevance, quelle que soit la période de facturation. Donc, comme on peut voir fréquemment, certains syndicats, certains fournisseurs d'eau, en fait, facturent par exemple début 2025 des consommations de fin 2024. Eh bien, ces consommations de fin 2024 seront déjà soumis à cette nouvelle redevance consommation. Seconde nouvelle redevance, la redevance performance eau potable. Donc cette redevance qui est facturée par les collectivités sous la forme d'une contre-valeur, puisque ce sont les établissements compétents en matière de distribution d'eau potable qui sont assujettis et redevables, mais ils sont légitimes à répercuter en fait cette redevance sur les factures d'eau. Cette redevance taxe les collectivités donc selon la performance de leur réseau d'eau potable. Et le mode de calcul de cette redevance est la suivante. On multiplie donc le volume d'eau facturé par un taux et aussi par un coefficient de modulation cette fois-ci. Coefficient de modulation qui est établi en fonction donc, de la performance du réseau, donc en fonction du taux de fuite et en fonction également de la gestion patrimoniale, donc de la connaissance du réseau par la collectivité.
Le coefficient de modulation 2025, attention, sera optimal. Il sera forfaitaire. Il sera de 0,2. Donc, si on recalcule en fait le taux avec application de ce coefficient de modulation, le taux 2025 qui sera appliqué sera de 0,02 € par mètre cube. À partir seulement de 2026, le coefficient de modulation sera réel et il sera compris entre 0,2 et 1. Donc, ce don de redevance performance, c'est la performance assainissement. Donc, cette fois-ci également, cette redevance est une redevance qui sera visible sur votre facture d'eau sous la forme d'une contre-valeur. Et cette redevance, cette fois-ci, taxe les collectivités selon la performance du système d'assainissement. Donc cette fois-ci, on va multiplier le volume facturé au titre de l'assainissement par le taux et par le coefficient de modulation. Cette fois-ci, le coefficient de modulation sera établi en fonction de la validation de l'autosurveillance et selon la conformité réglementaire et la performance du système d'assainissement. Pour l'année 2025, idem, comme la redevance performance eau potable, ce coefficient sera optimal. Il sera de 0,3. Donc si on recalcule le taux avec le coefficient de modulation appliqué, pour 2025, on aura un taux recalculé de 0,084 € par mètre cube. Ce sera à partir de l'année 2026 que le coefficient de modulation sera réel et sera compris entre 0,3 et 1. Donc, petit point sur vos obligations déclaratives et sur l'impact sur vos factures. Donc, les nouvelles redevances, les redevances consommation, les redevances performance, il n'y aura pas évidemment de déclaration à faire à l'agence de l'eau, vu que ce sont des redevances qui seront effectuées via les factures d'eau. Par contre, en ce qui concerne donc, les redevances pour pollution, les redevances modernisation de collecte pour 2025 et la redevance prélèvement, il y aura toujours obligation d'effectuer sa déclaration via le site de l'agence Téléservices. Attention, donc pour l'année 2025, là qui est en cours, on calcule les redevances pollution industrielle, modernisation des réseaux de collecte, redevances prélèvement pour l'année N-1, donc pour l'année 2024. Il s'agit de la dernière année donc, où vous aurez à effectuer ces déclarations pour ces types de redevances. Tu peux passer celle-là. Voilà. Donc, les impacts sur les factures d'eau seront présentés à gauche les factures qui émanent directement des services en charge de la distribution d'eau potable et d'assainissement. Et à droite, en fait, les factures qui émanent directement, les avis de somme à payer des agences de l'eau. Donc, à partir du 1er janvier 2025, donc, vous avez pu voir déjà des changements sur vos factures d'eau. Il n'y a plus qu'une seule rubrique qui concerne les redevances de l'agence de l'eau, la rubrique organismes publics. Et d'ores et déjà, sous cette rubrique, vous avez donc les 3 nouvelles redevances, la redevance consommation et les 2 redevances performance, et toujours l'ancienne redevance prélèvement avec le taux AEP. En ce qui concerne donc 2025, il y aura toujours facturation de la redevance pollution industrielle, de la redevance modernisation des réseaux de collecte et de la redevance prélèvement. Donc, pour 2026, pas de changement par rapport à 2025 sur les factures qui sont émises directement par les distributeurs d'eau et assainissement. Par contre, les changements seront au niveau de l'agence. Du fait de la réforme, il n'y aura plus que 2 en fait, factures, la redevance pollution industrielle pour les industriels non raccordés et la facture redevance prélèvement. Donc, ne prenez pas peur, le tableau est un peu conséquent, mais en fait, c'était juste
pour bien appuyer sur le fait que l'année 2025 est une année transitoire et que cette année est une année où les deux dispositifs, donc l'ancien et le nouveau, se chevauchent. Donc c'est une année particulière, très impactante, où en fait un établissement donné peut avoir jusqu'à 7 redevances facturées pour la même année. Ceci est dû principalement au fait que en fait, les redevances qui sont émises directement par l'agence sont calculées à terme échu. Donc, par exemple, la redevance pollution non domestique, actuellement calculée, et la redevance pour l'année d'activité 2024. Et les redevances qui sont facturées via les factures d'eau sont émises sur l'année en cours. Donc, pour aller plus loin, si vous voulez avoir des accompagnements, des chiffres plus précis sur vos sites, vous pouvez donc consulter les différents sites de l'Agence de l'eau, le site des agences de l'eau, le site Aides et redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et vous avez également un courriel dédié, redevance au pluriel, @loirebretagne.fr. Bien évidemment, le plus simple et le plus sympathique quand même, c'est de contacter directement en fait les instructeurs qui sont déjà en charge de vos redevances à l'Agence de l'eau. Donc nous sommes 4 instructeurs au niveau de Loire-Bretagne. Donc Monsieur Frère, Monsieur Legume, Madame Pocton et moi-même. Voilà, merci de votre attention. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, important à savoir, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui avec les taux pour les redevances, les 3 nouvelles redevances consommation et les 2 performances, ce sont les taux pour le bassin Loire-Bretagne. Donc chaque agence vote leur propre taux, et donc si vous avez besoin de connaître le taux de vos établissements qui ne sont pas sur notre bassin Loire-Bretagne, il faut aller sur le site de l'Agence de l'eau auquel vous êtes raccroché. Donc il y a Rameuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Artois-Picardie, Adour-Garonne, et qui d'autre, et Seine-Normandie, si j'ai oublié. Voilà. Et ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est cette nouvelle redevance dite consommation. Consommation qui est aujourd'hui à 33 centimes d'euros le mètre cube. Et quand vous avez des grandes consommations, ça impacte très rapidement votre redevance. Pour avoir vu certains industriels, on est plus qu'à des dizaines de milliers d'euros d'augmentation du jour au lendemain depuis le 1er janvier. Donc faites bien vos calculs. Au besoin, comme l'a dit ma collègue Aurélie Softis, prenez contact avec vos contacts qui peuvent vous renseigner et vous épauler sur les moindres calculs, et au cas particulier, si vous avez des questions qui vous interpellent, etc. Voilà. Valérie, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On m'entend toujours, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Il ne faut pas hésiter. Il y a par exemple la redevance performance. C'est une... je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie. Il y a beaucoup de questions d'habitude sur cette redevance performance, assainissement et performance alimentation en eau potable. C'est une information qui va bouger. Aujourd'hui, 2025, c'est une année, entre guillemets, où vous avez les meilleurs coefficients de modulation qui vont abaisser ce taux. Donc une contre-valeur très intéressante. Mais l'année prochaine, en 2026, ce coefficient va augmenter. En moyenne, sur le bassin Loire-Bretagne, on a fait une estimation grossière de ce coefficient. Et ça serait plus 0,2 ou 0,3, on est plutôt autour des 0,4. Donc on pourrait voir doubler sur la consommation, ou voir sur la consommation, la performance consommation ou la performance assainissement. Pour avoir cette information, si besoin est, vous voulez avoir une simulation un peu plus fine, je vous propose de prendre contact directement avec votre collectivité qui assure l'alimentation en eau potable ou l'assainissement autour du mois d'octobre, voire fin octobre, début novembre, qui sera en mesure de pouvoir estimer ce coefficient. Il est très complexe et c'est du ressort de la collectivité. Voilà. Je passe la parole à d'autres personnes si vous avez des questions.
N'hésitez pas. D'habitude, ça fait un peu réagir. Oui, Daniel, tu parles de coefficient performance, donc ça veut bien dire qu'il y a un volet sur lequel les entreprises peuvent réagir. Parce que si on parle de performance, ça veut dire que quelque part, il y a une incitation à... Oui. Alors, notamment la performance assainissement. La performance assainissement est basée sur plusieurs paramètres, dont les rejets de 3 paramètres, matière en suspension, azote et DCO, de mémoire. Et ces 3 paramètres-là, je dirais, si les performances épuratoires baissent, parce que on rejette un peu trop d'effluents ou qu'on détériore la qualité de biodégradation de ces effluents, vous pouvez pénaliser à la fois vous-même dans le cadre de cette redevance performance, mais aussi tout abonné lambda qui sont raccrochés. C'est un deal, hein, je dirais, il faut être très responsable de ce que l'on rejette parce que ça a une influence vraiment sur tous les industriels et les abonnés que nous sommes tous sur ce système-là. Il y a des pondérations, sachant que ce coefficient sera pondéré en fonction des différents systèmes d'assainissement. Je dirais le plus gros système de traitement d'une collectivité, parce qu'on peut avoir sur une grande ville comme Rennes par exemple, plus d'une dizaine, voire une quarantaine de stations d'épuration tout autour de cette ville, et on calcule l'ensemble de ces coefficients sur tous ces systèmes d'assainissement que l'on pondère en fonction de la DCO qui est rejetée dans ce réseau. Voilà. Cherchant en 30 naturellement. Voilà. C'est un peu complexe, mais c'est du ressort de la collectivité. Il y aura certainement un deal entre vous et la collectivité pour améliorer cette convention. Voilà. Je ne vois pas de question, j'en profite alors. Je suis industriel, je ne paye pas beaucoup de redevances. Oui. Ça veut dire que quelque part, je n'aurai pas beaucoup d'aide? Ah, l'aide ne va pas de pair avec les redevances. Hein. D'habitude, c'est séparé. Chacun est libre, je dirais, d'octroyer, d'avoir une aide indépendamment de la redevance. C'est pas quelque chose qui va de pair. Donc, je dirais, il se peut que vous soyez sous les seuils, non redevables, voire peu redevables, pas du tout, entre guillemets, et vous pouvez demander des aides. Vous avez différentes délégations sur le bassin Loire-Bretagne, et prenez contact avec vos délégations qui peuvent vous apporter un conseil, et on verra ça là bientôt avec la présentation d'Amélie qui va peut-être apporter plus d'éléments là-dessus, qui n'hésitera pas de vous apporter des noms de contact peut-être à la fin de sa présentation. Voilà. Mais c'est important de vous rappeler que les agences ne sont pas là que pour les redevances, mais sont là aussi pour vous conseiller et vous apporter des aides financières dans vos projets d'économie et de dépollution. Voilà. Merci. Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas plus de questions, c'est de passer la parole à nos collègues. Mais juste avant, nous allons lancer une nouvelle vidéo qui va faire le passage à la présentation de ma collègue Amélie Euzet. Merci. Avec le 12e programme d'intervention, nos aides, nous poursuivons nos engagements en faveur d'une gestion durable et équilibrée des ressources en eau du bassin Loire-Bretagne. Entre 2025 et 2030, l'Agence de l'eau mobilisera près de 2,5 milliards d'euros pour faire face aux défis climatiques, pour inciter à la sobriété, pour restaurer les milieux aquatiques, préserver la biodiversité et la qualité des eaux. Ce budget renforcé découle de la volonté nationale d'une fiscalité plus incitative. L'eau a un prix. À compter de 2025, les redevances vont évoluer pour envoyer un signal prix accru dans un contexte de réchauffement climatique. C'est le fameux principe pollueur-payeur et préleveur-contributeur. C'est le principe des agences financières. Tout le monde cotise,
sur un principe plus je consomme, plus je paye. Cette gestion par bassin hydrographique, c'est une vraie force. La création des comités de bassin, des parlements de l'eau, instance ouverte à tous les acteurs, qui a fait école dans le monde, aujourd'hui montre toute sa pertinence face aux enjeux pour construire une politique publique forte autour de ce bien commun qu'est l'eau. Chaque euro prélevé par une redevance est réinjecté pour soutenir des projets concrets pour l'eau et la biodiversité. Nos aides sont destinées aux collectivités, aux entreprises, à la profession agricole et aux associations pour la reconquête du bon état de l'eau et pour faire face aux défis du dérèglement climatique. Ce 12e programme a une grande ambition. Il est important que cette politique publique se décline dans l'ensemble du territoire des bassins, au plus près du terrain. Donc il va falloir s'adapter, faire du cousu humain et surtout mobiliser dans tous les territoires, tous les acteurs, pour qu'ensemble on réussisse cette politique publique. On met en commun nos visions, ça approfondit nos connaissances, c'est formateur, c'est précurseur, puis ça nous enrichit pour avoir une vision complète du sujet, pour ne pas rester sur nos acquis. Ça a été simple, efficace et rapide, avec l'aide évidemment de l'Agence de l'eau, l'aide de l'Adréal. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Grâce à nos 5 délégations territoriales, l'Agence de l'eau se tient aux côtés des acteurs locaux sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. Nos équipes sont disponibles pour accompagner les projets en faveur de la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Un accompagnement à la fois technique et financier. Ensemble, dès maintenant, nous pouvons agir pour un avenir plus durable. Ça nous a permis donc de réduire par 2 la consommation d'eau sur cette ligne. L'accompagnement de l'Agence de l'eau nous a permis d'aller très loin au niveau de la définition de notre cahier des charges, de nos besoins, et ainsi être très efficace, très performant sur cette ligne. S'il n'y avait pas eu les aides de l'Agence de l'eau et du FEDER, nous ne serions pas arrivés à convaincre les élus. Ce programme, conçu pour l'action, avec des objectifs clairs et mesurables, est un levier de la transition écologique. L'agence ne fait rien seule. Elle incite, elle accompagne et elle valorise des projets territoriaux. Co-construit avec les acteurs du bassin, le programme est l'engagement collectif qui reflète une ambition commune. Agir ensemble, concrètement, pour préserver nos ressources et répondre aux enjeux climatiques de demain. Le 2e programme, c'est vraiment un choix ambitieux, avec des moyens beaucoup plus importants que par le passé, et qui va nous permettre de mettre la priorité sur des actions que nous assumons. On va vraiment se mobiliser pour y arriver. Enfin aboutir à une reconquête de la qualité et à un meilleur partage aussi de la ressource. Et sur ces priorités, nous allons suivre et nous rendrons des comptes de l'usage de l'argent public. Ensemble, faisons de la transition écologique un moyen de garantir l'accès à une eau de qualité, à un environnement protégé, à une alimentation équilibrée et une santé préservée, afin de nous adapter au mieux aux défis du changement climatique. Nous avons fait un assainissement pluvial quasiment sans tuyaux, en profitant et en créant un réseau de mares et en utilisant un talweg existant. Le système a parfaitement fonctionné, il a même mieux fonctionné qu'on ne le pensait. Et en fait, ce concept sans tuyaux est revenu beaucoup moins cher à la réalisation et revient tout compte fait moins cher dans son fonctionnement actuel, tout en améliorant le paysage. Et le fait de garantir des projets de qualité nous permet, nous, de garantir une confiance de la population envers nos projets et en même temps de poursuivre les actions. Notre ambition ? Soutenir des acteurs engagés pour la restauration des milieux aquatiques, l'accélération de la transition agroécologique, la gestion plus sobre des usages de l'eau, pour répondre aux enjeux environnementaux, sanitaires et climatiques. Pour y parvenir, collectivités, acteurs économiques, agricoles et associatifs, services de l'État, saisissons ensemble le 12e programme pour engager les transitions. On a des bassins différents, entre un bassin côtier et un bassin plus continental, mais les enjeux se croisent et puis du coup, on a tout intérêt à travailler ensemble. Le rôle de l'Agence de l'eau est déterminant dans cet aspect mutualisation, prendre un peu aussi de la hauteur par rapport à nos enjeux de territoire.
C'est un travail de négociation, il faut savoir être à l'écoute des agriculteurs, comprendre leurs préoccupations et puis mettre en perspective aussi les préoccupations de la collectivité. On a vraiment cette notion de confiance mutuelle, la clé pour réussir ce genre de projet. Cette communauté de communes exerce l'assainissement, l'eau potable et la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. L'ensemble de ces actions touchent finalement l'ensemble du cycle de l'eau et ça rentre complètement dans les objectifs de l'Agence de l'eau d'avoir cette vision intégrée, transversale, multipartenariale. Le deuxième programme, c'est aussi la traduction de l'ambition portée par le président de la République en mars 2023 avec le plan eau. C'est une ambition forte. Toutes les politiques publiques doivent contribuer, s'allier, se conjuguer. Tout doit nous permettre de travailler en faveur de l'eau, d'une ressource mieux protégée, mieux partagée. L'eau est un bien commun. À nous de le préserver, de le protéger, de l'entretenir pour nous, mais surtout pour nos générations futures. Ensemble, agissons pour l'eau et construisons l'avenir de nos territoires. Donc ce film a été réalisé pour marquer l'entrée en vigueur de notre nouveau programme d'intervention qui sera valable depuis ce janvier 2025 jusqu'à 2030, jusqu'à fin 2030. Un petit mot pour dire que ce programme entre en vigueur alors que nous n'avons jamais autant accordé d'aide aux acteurs économiques que l'an dernier. Ah oui, je rapproche le micro. Jamais autant d'aide que l'an dernier aux acteurs économiques, avec un boom sur les 2 dernières années qui sont essentiellement liés à un facteur, la sécheresse de 2022, qui a engendré un boom des investissements sur le volet économie d'eau en 2023 et 2024 que nous avons en partie accompagné à l'agence, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc avec ma collègue Julie Gaëlle Verdicchio, nous sommes de la direction des politiques d'intervention à l'agence de l'eau Loire-Bretagne et nous allons vous présenter les modalités d'aide que nous avons prévues pour les 6 années à venir en faveur des acteurs économiques. Donc modalités d'aide qui sont évidemment alimentées par les redevances que mes collègues vous ont présentées tout à l'heure. Pas d'aide sans redevance, et qui sont basés sur un programme qui a été débattu et voté par notre conseil d'administration en fin d'année 2024. On va débuter la présentation par les éléments de contexte dans lesquels ce programme a été construit. Tu peux passer le diapositive si tu veux. Et également, on vous présentera quelques éléments de cadrage de ce 12e programme avant d'arriver après sur des modalités plus particulièrement. Donc ce 12e programme est structuré en 7 grands axes. Si vous allez sur notre site internet, il est disponible. Vous verrez, il répond à 7 grands axes, 7 grands enjeux. Et il y en a 2 qui nous intéressent plus particulièrement cet après-midi. Il s'appelle la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines. Donc en gros, l'enjeu lutte contre la pollution des eaux. Et un autre enjeu qui s'appelle une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. Là, on est sur l'enjeu économie d'eau. Donc ces enjeux doivent répondre à des objectifs opérationnels, pareil, qui sont décrits de manière très concrète dans le programme, avec pour la première fois pour chacun de ces objectifs vraiment des cibles chiffrées auxquels que nous allons suivre via des indicateurs au fil du programme et à partir desquels nous allons rendre compte en fait de l'activité de l'agence. Et on trouve comme 11e programme des modalités d'aide dans les fiches actions qui sont vraiment par thématique. Alors il y a une fiche action par exemple dédiée aux aides à la lutte contre la pollution des acteurs économiques et puis une autre fiche action dédiée aux économies d'eau. Donc vous retrouverez ça dans le même document. Je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, quand on parle nouveau programme d'intervention, c'est valable pour les 6 agences de l'eau. On change de programme toutes les 6 au même rythme et partout il est valable sur 6 ans. Alors pourquoi faire appel à l'agence de l'eau finalement ? Parce que en tant qu'acteur économique et acteur économique de l'agroalimentaire, parce que nous avons des enveloppes dédiées aux acteurs économiques, des enveloppes d'aide.
notamment donc, sur le volet pollution. Ce sont environ 69 millions d'euros qui sont prévus sur notre maquette, comme on appelle ça, financière, pour lutter contre les pollutions émises par les acteurs économiques, les aider dans leurs projets. Donc au total, je ne l'ai pas dit, c'est 2 170 millions d'euros donc, qui proviennent de nos redevances et qui seront vraiment réinvestis pour accompagner tout acteur sur le bassin Loire-Bretagne pour mener des actions en faveur de la ressource en eau. Donc 69 millions d'euros pour lutter contre les pollutions. Et il y a une autre enveloppe de 271 millions d'euros qui est liée à l'enjeu quantitatif, comme on l'appelle. En gros, comment faire pour moins prélever sur notre milieu naturel. Et cette enveloppe plus conséquente se partage entre différents acteurs agricoles, collectivités et acteurs économiques, industriels. Donc c'est la première raison, on a des aides qui vous sont dédiées. Et si on avance un peu dans le diaporama, donc diapo suivante, deuxième raison de demander une aide à l'agence de l'eau, c'est contribuer à l'amélioration de l'état des eaux. Donc les eaux qui sont sur le bassin Loire-Bretagne, globalement les eaux qui sont dans les cours d'eau qui sont affluents de la Loire, ou tous les eaux qui sont sur les cours d'eau bretons, et bien sûr les eaux souterraines également. Que vous dire de cet état que les choses ne sont pas forcément très roses. En gros, l'état des lieux, on prend la température de nos cours d'eau, température au sens large, de tout, quantitatif, qualitatif. On mesure l'état de santé de nos cours d'eau tous les 6 ans. Le dernier état des lieux date de 2019. Le nouvel état des lieux est en cours de concertation technique, va sortir cette année. Et donc le dernier état des lieux nous disait que 27% de nos masses d'eau seulement étaient au bon état. Les dernières données, là c'est les cartes du nouvel état des lieux, ne sont pas hyper positives. En gros, le thermomètre s'améliore, on mesure de plus en plus de paramètres et on se rend compte que on améliore les choses via nos actions, mais voilà, l'état des eaux n'est pas, on n'atteint pas les objectifs que nous fixe la directive cadre sur l'eau, qui a été adoptée en l'an 2000 et qui nous dit que normalement 100% de nos eaux devraient être au bon état d'ici à 2027. Donc voilà, donc c'est un objectif de contribuer à l'amélioration de cet état. Alors en cause, parmi les causes, il y a les rejets de pollution qui, même si la situation s'est largement améliorée ces 30-40 dernières années, reste un enjeu puisque les données en cours de ce nouvel état des lieux nous dit que 20% de nos masses d'eau risquent de ne pas atteindre ce bon état des eaux, notamment en raison des rejets de macropolluants, donc carbone, azote, phosphore, ces paramètres sur lesquels on sait améliorer, mais où encore il reste des choses à faire, et que un quart de nos masses d'eau, d'après les informations que l'on a sur les micropolluants, risquent de ne pas atteindre le bon état, donc en raison de ces rejets en micropolluants que l'on mesure de mieux en mieux, de plus en plus, et dont on se rend compte de l'ampleur, on va dire, de la situation concernant ces pollutions. Une autre cause de ce mauvais état de nos masses d'eau, ce sont les prélèvements qu'on exerce sur le milieu naturel. Et là, je vais passer la main à ma collègue qui va vous donner des informations à ce sujet. Alors donc du coup, oui, bonjour à tous. On va faire un petit focus justement, comme vous le présentez ma collègue Amélie, sur la pression que peut exercer les prélèvements sur notre bassin hydrographique. Donc là, une carte toujours issue du futur état des lieux 2025 qui est en cours de projet. La concertation technique est en cours pour que ça puisse être finalisé pour cette fin d'année. Donc là, on vous a mis la répartition des prélèvements sur le bassin. Alors, tout type d'usagers confondus. Il n'y a pas que l'industrie. L'industrie, c'est les points violets, je pense que vous les voyez bien sur la carte en effet. C'est plutôt pour illustrer un petit peu la répartition et l'homogénéité qu'on peut avoir au niveau du bassin sur les points de prélèvement. Donc là, c'est vraiment que les points de prélèvement. Et c'est les points de prélèvement, en fait, c'est issu de la base des données redevances sur les données 2021 et 2022. Alors là, c'est la répartition toujours par type d'usager. Alors le camembert que vous voyez, en fait, c'est par différents types d'usages pour montrer en fait les consommations par les grands types d'usagers.
Ce qu'on voit bien, et notamment là, ce qu'on vous met en avant sur le côté là, c'est qu'en fait les prélèvements industriels sont quand même assez importants, nous, sur notre bassin, et notamment pour l'industrie énergétique, puisqu'en fait ce sont de très gros préleveurs d'eau et on a beaucoup d'industries énergétiques sur notre bassin. Ce qu'il faut retenir, là je vous ai pas mis le chiffre, mais si on globalise les différents volumes en fait prélevés sur le bassin, c'est un peu plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés quand même par an. Alors, il y en a une bonne partie, bien sûr, qui est restituée, mais c'est quand même des gros volumes, en fait, qui sont prélevés dans le milieu, qui peuvent impacter, du coup, nos cours d'eau, nos nappes, et notamment quand on est en période de tension quantitative, par exemple, liée à des sécheresses. Et comme le disait Valérie Morard en introduction, le fait aussi d'avoir moins d'eau dans nos cours d'eau va faire qu'on va impacter aussi la qualité de nos cours d'eau. Donc c'est là tout l'enjeu qu'on a aussi de travailler ensemble pour essayer de reconquérir ce bon état. Alors, un autre graphique, on peut dire, pour faire un zoom un peu sur les prélèvements industriels. Donc, la première partie en gris, c'est ce que je vous montrais. Dès lors, en fait, qu'on prend toutes les industries du bassin Loire-Bretagne, on a l'industrie énergétique qui ressort. C'est vraiment eux qui sont prépondérants dans les prélèvements. Mais sachez qu'une bonne partie est restituée au milieu, puisque c'est de l'eau qui est prélevée pour le refroidissement de leur circuit. Et si on enlève l'industrie énergétique, donc là, on a voulu vous faire un zoom plus particulièrement sur l'industrie agroalimentaire, puisque c'est ce qui vous concerne. Vous êtes concernés directement aujourd'hui, et sans grande surprise par rapport à notre bassin et à l'implantation aussi de la typologie d'activité qu'on a sur notre bassin hydrographique. Ce qui ressort en premier, donc, c'est les industries laitières et les industries de la viande. On en a beaucoup, et notamment dans l'Ouest. Et c'est vrai qu'on sait que ce sont des industriels qui prélèvent beaucoup d'eau, puisqu'ils en ont besoin aussi pour leur process, et notamment pour les opérations de nettoyage. Quelques chiffres maintenant pour vous donner une idée un peu de notre activité. Donc j'ai fait le bilan récemment sur le dernier programme d'intervention. Donc entre 2019 et 2024, ce sont 1278 projets d'études ou de travaux auprès des industriels que nous avons accompagnés à l'Agence de l'eau. Ça représente quasiment 100 millions d'euros d'aide que nous avons attribués sur ces 6 années. Donc c'est considérable. Et donc, sur ces 1278 projets, c'est 520 qui étaient portés par des acteurs de l'agroalimentaire, soit environ 36 millions d'euros d'aide. Donc, vous faites partie des acteurs économiques qui ont un pouvoir d'action, on va dire, sur la qualité de l'eau, l'amélioration des ressources en eau et porteurs de projets. Donc, voilà. Et donc, on constate par le... Ouais, je vais prendre la main. Donc, par le graphique qui s'affiche derrière moi, que le volume d'aide apporté aux acteurs économiques, a progressivement augmenté au cours du programme d'intervention, avec un boom en 2021 qui est lié à la reprise, au plan de reprise, économique qu'on a accompagné nous aussi à Loire-Bretagne suite à la crise Covid, et notamment à l'assouplissement de l'encadrement communautaire des aides dont on a profité pour accompagner encore de façon plus importante les industriels. Donc on le voit très bien ici. Et on voit qu'en 2023 et 2024, c'est ce que je vous disais en introduction, on a aussi beaucoup augmenté nos aides en faveur des acteurs économiques et en proportion des acteurs de l'industrie agroalimentaire qui apparaissent en vert sur le graphique. Et ça, c'est lié à la sécheresse de 2022, le sursaut des industriels et leur volonté de porter des actions en faveur des économies d'eau, le plan eau promulgué par le président de la République, et donc qui s'est traduit chez nous par un plan de résilience, et on a mis en place des appels à projets avec des aides aussi dédiées, qui étaient la poursuite de notre programme d'intervention, mais on a augmenté la communication et les enveloppes d'aide. Donc voilà, on le voit aussi sur ces graphiques.
Sur le graphique suivant sont le même nombre de dossiers, les mêmes quantités d'aides. On est toujours sur les acteurs économiques, mais là j'ai fait une répartition entre les aides attribuées à la dépollution et les aides attribuées en faveur des économies d'eau. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a eu un renversement de situation, toujours lié à cette sécheresse 2022 à partir de 2023, où pour la première fois depuis que les agences de l'eau existent peut-être et qu'on attribue des aides aux acteurs économiques, on a attribué plus d'aides en faveur des économies d'eau que la réduction des pollutions. C'est devenu vraiment un sujet majeur dans les entreprises et donc on le voit aussi très bien à travers ce graphique. Enfin, donc, un zoom un peu sur les aides attribuées aux acteurs économiques dans ces deux thématiques, économie d'eau et réduction des pollutions. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait, ce que disait Julie et ce qu'elle montrait, que les acteurs de l'agroalimentaire sont les plus gros préleveurs après l'industrie énergétique quand on regarde les prélèvements des acteurs économiques sur notre bassin. Et donc, ils ont engagé, et si on faisait le zoom sur 2023 et 2024, ce serait sûrement encore plus flagrant, ils ont engagé beaucoup d'aides et plus d'aides sur le volet prélèvement finalement en proportion par rapport aux autres acteurs économiques. Voilà. Je vais passer la main à Julie pour nous parler des grands principes de notre politique d'aide en faveur des entreprises. Oui, alors ensuite, alors maintenant qu'on vous a présenté les éléments de contexte qui sont propres à notre bassin et les éléments de cadrage du 12e programme, on voulait vous faire un petit focus avant de rentrer vraiment dans la présentation des modalités d'aide qui peuvent vous concerner plus particulièrement, des grands principes qui sont communs en fait à la réduction, que ce soit des projets que vous avez de réduction de pollution ou d'économie d'eau. Alors je ne vais pas tout vous lister parce que tous ces éléments-là, vous les retrouvez en fait dans notre 12e programme. Vous avez tout un document en fait qui redonne les règles générales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des seuils en fait qui sont différents. Alors ça, ce que je vous dis dans les règles générales, ce n'est pas que propre à l'industrie, c'est pour tout type d'usagers, avec des montants minimaux d'aide et de projets, que ce soit pour les travaux ou pour les études. Bien sûr, l'agence de l'eau, en fait, accompagne les projets qui ont un intérêt pour le milieu, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est que le milieu se porte mieux et qu'on ait de l'eau dans nos milieux pour le bon fonctionnement, on va dire, biologique et autres de nos cours d'eau. Et donc c'est pour ça que sur certains projets, on pourrait être amené en fait à demander à ce que soit explicitée la prise en compte de l'acceptabilité du milieu, notamment dès lors qu'on est par exemple sur des projets de développement économique avec un accompagnement de réflexion par exemple de stations d'épuration, où là on voudra s'avérer quand même qu'on ne va pas plus dégrader le milieu récepteur. Je vais pas plus loin. Vous dire aussi, comme l'a dit Amélie tout à l'heure, en fait, que les industriels, nous avons des règles en matière d'encadrement européen des aides d'État qui nous sont imposées. On ne peut pas attribuer nos aides, et ça, c'est pas que l'agence de l'eau, c'est tous les financeurs publics. Dès lors qu'on aide un acteur économique, il y a des règles qui s'appliquent. On a un nouvel encadrement qui est paru depuis le 1er janvier 2024, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Donc pour plus de détails, après il faudra se rapprocher de nos collègues en délégation, je ne vais pas vous expliciter tout ça. Il y a une nouveauté sur cet encadrement par rapport à l'ancien, c'est que vous voyez sur la cartographie, pour les zones en bleu, en fait c'est des zonages où l'Europe nous autorise à bonifier les taux de base qui sont dans ces fameux régimes de 5%. Donc ça c'est pour justement, pour développer justement les aides à finalité régionale. Alors les grands principes communs aussi au niveau de notre 12e programme, on a ce qu'on appelle les actions de premier niveau, qui sont les actions qu'on souhaite qu'ils soient privilégiées. Pour nous, ce sont les actions qui sont sans regret, où là, du coup, vous verrez qu'en fait, on met des modalités d'intervention en fait, où on va mettre des taux qui sont maximales et pas de contraintes forcément en termes de cadrage et de modalités spécifiques de nos aides. Donc, par exemple, pour la pollution, ça va être tout ce qui concerne la réduction à la source des pollutions, puisqu'avant de traiter vos effluents, on souhaite qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur la réduction à la source pour les pollutions.
Le pendant sur le volet quantitatif, c'est toutes les démarches dites de sobriété. Donc vraiment, comment je fais pour réduire ma dépendance à l'eau, réduire mes besoins en eau, c'est-à-dire continuer mon activité mais en consommant moins d'eau. Donc ça, je vous l'expliciterai un petit peu plus loin. Vous verrez que c'est des modalités d'aide très avantageuses pour les industriels. Et ensuite, on a aussi un volet dont on parle peut-être pas très souvent dans le domaine de l'industrie. Souvent, on parle de la pollution, des économies d'eau, mais il y a aussi tout ce qui concerne la gestion intégrée des eaux pluviales qui peut concerner les industriels, puisque vous avez des grandes surfaces et notamment de toitures et des grands parkings, où là, l'agence peut vous accompagner pour l'infiltration végétalisée de ces eaux. Et ensuite, on a les actions dites de second niveau, qui sont plutôt sous condition, qu'on souhaiterait qu'ils soient mises en œuvre une fois que les actions de premier niveau ont été mises en œuvre. Donc ça va être, je traite ma pollution, j'ai déjà fait toutes mes démarches de sobriété qui étaient possibles sur mon site industriel, donc je vais réfléchir à ce que je peux recycler ou réutiliser mes eaux. Et ensuite, sur la gestion intégrée des eaux pluviales, plutôt que de l'infiltrer sur des espaces enherbés, ça va être de l'infiltration sur qu'on dit dite zone grise, mais Amélie va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on arrive maintenant à la liste des actions éligibles, on va dire, à nos aides et aux modalités proprement dites. Donc on ne rentrera pas dans l'ultra détail aujourd'hui, mais on va vous présenter les taux directeurs suivant le type d'action éligible. Donc, premièrement, l'agence aide tout ce qui est études, c'est-à-dire études de définition, études nécessaires à l'émergence d'un projet de dépollution. Là, on est plutôt dans la partie améliorer la qualité de ces eaux rejetées, donc on est sur la partie dépollution, je ne l'ai pas dit. Donc, les études aussi, on parlait d'acceptabilité du milieu, savoir si la station d'épuration telle qu'on l'a prévue, elle est suffisamment performante vis-à-vis de la qualité qu'aimerait recevoir le milieu naturel pour être en bonne forme, on va dire. Donc ce genre d'études, des essais pilotes aussi pour tester des dispositifs innovants ou innovants pour le site industriel en question. On accompagne ce genre d'études à 50%. Donc c'est notre taux max et dans la limite de l'encadrement communautaire des aides, comme vous l'a rappelé Julie. Et après, donc les actions de premier niveau, comme vous l'a dit Julie, c'est les actions qui vont permettre de retirer la pollution à la source, c'est-à-dire de faire en sorte que la pollution n'arrive pas à la station de traitement des eaux usées, qu'elle n'existe pas en gros. Donc ça va être les actions de remplacement d'équipements, d'ajustement des nettoyages, alors qui vont permettre des économies d'eau, mais qui peuvent aussi permettre d'avoir moins de pollution rejetée, de remplacement de produits, de modification de process. On a toujours, alors je vous ai mis quelques exemples, et l'exemple de la boule au but où on a permis à la boule au but de se passer de chrome 6 qui était problématique dans ses eaux usées en produisant d'autres types de boules de pétanque. Et puis dans ces actions de premier niveau, on a toutes les actions d'infiltration végétalisée ou dans des aménagements de pleine terre, comme le dit notre programme, des eaux pluviales. Donc ça, c'est faire en sorte que les eaux pluviales, finalement, plutôt que de rejoindre un réseau d'assainissement et de le surcharger par temps de pluie, de le faire déborder ou de faire dysfonctionner la station d'épuration en aval, c'est d'infiltrer ces eaux pluviales non polluées en dehors, avant qu'elles ne rejoignent le réseau. Donc ça, c'est vraiment des actions qu'on va encourager en priorité, où vous le voyez avec des taux de subvention quand même très intéressants, parce que des actions moins coûteuses, qu'on appelle sans regret, qui évitent un surdimensionnement de réseau, de stations, une surconsommation d'énergie. Derrière ces actions de premier niveau, évidemment, on sait qu'on ne peut pas se passer des actions qu'on appelle de deuxième niveau, c'est-à-dire toutes les actions qui permettent de renforcer des traitements ou des pré-traitements chez les industriels, que ce soit pour réduire les macropolluants ou encore les micropolluants. On booste encore nos aides sur les micropolluants parce qu'on sait que c'est une thématique qui est difficile à investir, sur laquelle on apprend des choses nouvelles tous les jours, où il y a un effort supplémentaire à faire de la part des industriels pour réduire ces pollutions.
Donc on est sur des taux différents pour cette raison. Donc on aide aussi via ces taux-là tout ce qui est des traitements avec rejet zéro dans le milieu, et aussi par exemple des eaux pluviales qui là ne peuvent pas être infiltrées parce que polluées lorsqu'elles par exemple ruissellent sur des zones de stockage. On avait le cas de la société nantaise de galvanisation. À chaque fois, c'est des petits films qu'on vous a mis sur la droite là, du diaporama, donc qui stockent des équipements à l'extérieur de son usine, et qui, par temps de pluie, ces eaux pluviales ont entraîné du zinc dans le milieu. Donc on a aidé la mise en place d'une solution de traitement de ces eaux pluviales pour réduire ces rejets en zinc. Donc ça, c'est des actions qu'on continue à aider. Alors, petite nouveauté, on a la possibilité de bonifier nos aides de 5 points pour des actions de traitement qui permettent d'économiser de l'énergie en plus. Donc on a souhaité faire le lien aussi avec la thématique énergie. J'étais ce matin à l'introduction de la conférence de Bretagne Innovation Développement, et Monsieur Barraud insistait justement sur le lien eau-énergie. Et on a aussi la possibilité de bonifier nos aides sur des établissements qu'on considère comme prioritaires, qu'on a identifiés comme prioritaires vis-à-vis des rejets, de l'impact des rejets sur le milieu naturel. Donc ça, c'est une liste de priorités qui est disponible sur notre site internet. Si on continue, donc en action de deuxième niveau, on a aussi d'autres actions de réduction des pressions qu'on peut accompagner qui on va dire, accompagne les actions que je vous ai présentées précédemment, comme la mise en place de réseaux, de bassins de stockage, par exemple, en période où les cours d'eau sont au plus bas et où il faut éviter le rejet, et où on va attendre quelques semaines pour rejeter. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut aider. Voilà, la diminution des rejets en chlorure. On va aider aussi dans le cadre des accords, quand on est sur des priorités, par exemple, on peut aider dans des cas particuliers la réduction de pollution accidentelle. Et on aide aussi donc les techniques d'infiltration des eaux pluviales à des taux un peu moindres, mais qui ne sont pas végétalisés, parce que c'est pas toujours possible de végétaliser les sols. Mais si on infiltre les eaux pluviales et qu'on évite qu'elles soient rejetées au réseau, on peut aussi accompagner à des taux moindres ce genre de projet. Donc, je regarde parce que voilà. Et donc ça, c'est la carte des établissements prioritaires, mais vous retrouverez la liste de ces établissements sur notre site internet. Et si vous souhaitez savoir si vous êtes dans la liste des établissements prioritaires, ce qui vous permet, vous avez compris, potentiellement bonifier d'aide majorée, vous pouvez vous rapprocher de l'agence, évidemment. Donc moi, je vais vous présenter maintenant brièvement les modalités d'aide aux économies d'eau et à la réduction des prélèvements. On en a déjà bien parlé depuis le début de la présentation. Donc, comme ce que vous a présenté Amélie sur tout ce qui peut concerner la réduction des rejets dits en pollution, donc l'Agence de l'eau accompagne les études d'économie d'eau à hauteur de 70%. Donc pour les industriels, ça peut concerner la mise en place, par exemple, de tout ce qui est plan de sobriété hydrique, les études de cartographie de consommation en eau, des études, on va dire, pré-diagnostic, c'est-à-dire je vais équiper mon site industriel avec des sous-compteurs pour voir quels sont mes postes de consommation les plus importants, là où je pourrais aussi éventuellement avoir des fuites et là où je peux agir. Donc ça, on peut vous accompagner. Ensuite, du coup, on ne voit plus rien sur l'écran. On a tout ce qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, les actions de réduction des besoins en eau, donc les actions de sobriété, qui peuvent être accompagnées jusqu'à 70%, sans application de coût-plafond, puisqu'on considère justement que ça, c'est la priorité des priorités et que c'est les actions sans regret. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec la modification, par exemple, de protocoles et de pratiques de nettoyage. Alors ça, on en entend beaucoup parler quand on a fait un tour ce matin, justement, dans les différents halls. On s'est arrêté sur certains stands, en effet, pour discuter avec certains fournisseurs. Parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser les industriels là-dessus. Car on se rend compte, en fait, qu'en changeant un peu les pratiques, que ce soit au niveau des lavages ou au niveau des NEP, on peut avoir des économies d'eau qui sont quand même assez importantes sans mettre de grosses actions en fait en place.
Alors, comme sur les diapositives que vous a présentées Amélie, sur la droite, à chaque fois, les liens que vous aviez, là, par exemple, Baillet et Candiac, vous avez vu, si vous étiez là tout au début dans les films de présentation, vous aurez à disposition les diaporamas, et c'est des films qui ont été réalisés justement, qui présentent les projets qu'ils ont mis en œuvre, et qui c'est assez intéressant, je pense, comme retour d'expérience. Donc ensuite, on a les actions de second niveau. Donc une fois que j'ai mis en place toutes les actions, on va dire, dites de sobriété, envisager les actions de recyclage, donc soit des eaux de process, plutôt des boucles courtes, soit des recyclages d'eau usée traitée ou d'eau de pluie aussi, puisqu'il y a quand même des surfaces de toiture qui sont assez importantes sur les sites industriels. Et ça, on peut l'accompagner à hauteur de 50%. Alors après, il y a des coûts plafonds qui s'appliquent, puisqu'on est plutôt sur les actions de second niveau et qu'on incite les industriels à baisser leur dépendance à l'eau. Alors, vous dire aussi une nouveauté sur le 12e programme. En fait, on avait sur le 11e programme d'intervention différents outils de contractualisation avec nos différents partenaires. On a voulu être un petit peu plus homogène et lier en fait les outils en fait qui peuvent concerner d'une part, par exemple, le domaine industriel, le domaine des collectivités, mais aussi ce qu'on appelle le grand cycle et notamment tout ce qui concerne les milieux aquatiques. Donc, on a un outil de contractualisation qui s'appelle les accords industriels pour l'eau, où là, on va aller déjà, dans un premier temps, essayer de monter ces accords-là avec nos sites industriels dits prioritaires, comme vous l'a expliqué Amélie. L'objectif étant de travailler avec eux pour avoir une démarche globale du site, c'est-à-dire travailler ensemble sur les actions de premier niveau, que ce soit les économies d'eau, la réduction des pollutions, voire des choses qui peuvent être sur la biodiversité pour certains sites industriels. Dernière diapositive, et on laissera un temps d'échange, questions si vous en avez. Pour vous dire que nous avons un nouvel outil de gestion des aides rivage. Il y a déjà eu différents webinaires qui ont été présentés. Donc pour les industriels, voilà, il faut aller sur cet outil-là pour faire de vos dépôts de demande d'aide. Vous y avez accès via notre site Aide et Redevances. Je crois, Amélie, que quand on clique là sur l'icône rivage, ça emmène directement sur le site. Et voici vos interlocuteurs dans nos délégations. Alors pour le bassin Loire-Bretagne, on rajoutera et on donnera ça à l'équipe des CFIA, une slide avec nos homologues dans les autres agences de l'eau, puisqu'il n'y a pas que les industriels du bassin Loire-Bretagne qui sont présents ici, je suppose. Voilà, on a quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, on se tient disponible à la suite de cette présentation pour répondre à vos questions. Oui. Vous allez avoir un micro. Ouais. Bonjour, Société SAD. Petite question, est-ce qu'il y a le même programme sur RMC, Rhône-Méditerranée Corse, et à peu près avec les mêmes types de montants? Alors, Julie et moi, on va pas connaître par cœur les autres programmes d'intervention, mais ce que je peux vous dire, parce qu'on communique quand même régulièrement avec nos homologues des autres agences, c'est que globalement, ils ont des aides pour aider les industriels à réduire leurs rejets polluants, et ils ont des aides pour les économies d'eau. Donc oui, il y a des aides similaires sur les autres agences de l'eau. Je vous invite vraiment, on va à se rapprocher, on vous mettra un contact par agence, une entrée, avec un numéro de téléphone, un mail dans le diaporama. On a oublié de le faire, comme ça vous ayez une entrée pour avoir des informations plus précises. Ouais. Parfait, merci. Je m'excuse. Merci de poser le micro. Oui. À propos de la qualité des eaux, chose qui n'a pas été dans vos propos, sinon de l'épuration, des aides à l'épuration, je voudrais savoir quels sont les organismes en France qui définissent la qualité d'une eau, à la fois d'une eau épurée et d'une eau potable. Et est-ce que les agences de l'eau peuvent intervenir sur le niveau de qualité d'une eau, en particulier pour une introduction de réglementation sur les PFAS? Excusez-moi, j'ai du mal à entendre avec le bruit toutes les questions. Oui. Par rapport à la détermination de ce qu'est une eau en bon état, oui, ça c'est défini au... Il y a cet aspect, mais il y a aussi l'aspect quel est
quel est l'impact ou l'influence que peut avoir une agence de l'eau sur la définition d'une qualité d'eau potable et d'une qualité d'eau usée? Est-ce qu'il y a une réglementation existante à ce sujet? Et est-ce que les PFAS, nouveaux polluants qu'on détecte, polluants permanents, entrent dans ces critères de qualité de l'eau? Alors je vais faire une première réponse, puis tu vas compléter, Julie. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, la qualité des eaux dans le milieu naturel, c'est effectivement, on va dire, pour faire simple, oui, on surveille, on évalue la qualité des eaux. C'est l'agence de l'eau qui évalue cette qualité et qui, en gros, a des stations de mesure sur tous les cours d'eau du bassin et qui, on a vraiment, alors j'ai pas du tout le nombre de données, etc. On a des collègues, c'est la direction de l'évaluation et de la planification qui agrège toutes ces données, c'est énorme, et qui sortent l'état des lieux. C'est un travail énorme et c'est cadré ce travail par l'Europe. Normalement, ce travail se fait de la même manière dans les pays de l'Union européenne. Donc ça, ce thermomètre de la qualité de l'eau et cette façon de qualifier l'état des eaux, ça c'est défini au niveau européen, mais c'est délégué, on va dire, pour les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ensuite, sur la qualité d'une eau usée ou d'une eau potable, en fait, ça c'est les services de l'État. Alors, il y a aussi là aussi des textes européens, des textes nationaux, mais alors quand on dit services de l'État, ça va être ça va être pour les rejets d'eau usée, ça va être pour l'industrie. Je parle pour l'industrie. Bon, après, on peut faire le pendant pour les collectivités. Ça va être les DREAL, l'ARS, qui vont vérifier justement la conformité des rejets par rapport à la réglementation, qu'elle soit nationale ou européenne. Pour tout ce qui est eau potable, c'est l'ARS. Voilà. Et après, concernant votre question sur le fait que, on n'a pas un impact, mais on peut jouer dans justement la réglementation. Et Amélie pourra peut-être vous parler un peu des PFAS si vous voulez, mais après vous pourrez venir parler avec elle. Vous dire que oui, nous on nous demande en tant que producteur on a des données qu'on remonte justement au ministère, qui alimentent du coup les réflexions sur la réglementation à venir. De temps en temps, les agences de l'eau participent à des groupes de travail, mais nous c'est pas notre rôle en fait. Tout ça, ça dépend justement des services de l'État, qui ont plus le rôle, eux, de police de l'eau. Mais nous, ce qu'on va encourager, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des normes dans des textes réglementaires, et des fois, ce n'est pas suffisant par rapport à l'état de santé du cours d'eau. En fait, même la réglementation n'est pas suffisante. Donc, on va encourager la prise en compte de cet état du cours d'eau, des autres rejets dans le cours d'eau, pour aider les services de l'État à définir des niveaux de rejet, par exemple, autorisés. Voilà. C'est ça, sur ce point-là, sur lequel on va avoir une influence peut-être. Je vous propose après, si vous avez d'autres questions, qu'on prenne un temps d'échange en aparté, parce qu'il y a d'autres conférences qui vont arriver. Puis on va laisser la parole. Absolument. Je vous remercie infiniment, mesdames. Peut-être avez-vous envie d'applaudir cette présentation, chers spectateurs et spectatrices.